Donc, la nuit du 24 au 25 avril 2022 est une date à retenir, évidemment, pour penser l'avenir, pour penser l'après. Il ne s'agit pas de rester dans l'instant, mais de voir ce que l'on peut faire comme action, comme projet et comme ce que nous pouvons proposer comme alternative, comme projet de société, donc qui irait dans le sens de nos valeurs. Parler comme ça, évidemment, c'est exercer une forme de citoyenneté, même si administrativement, je suis considéré comme un non-citoyen, je suis dans les faits citoyen. Je suis concerné par ce qui se passe, par l'évolution de la situation politique, institutionnelle, etc., l'équilibre des pouvoirs et comment dire, le fonctionnement normal du Parlement qui doit être indépendant, qui doit finalement ne pas être une chambre d'enregistrement, qui doit pouvoir fonctionner indépendamment du gouvernement et de la présidence de la République. Un Parlement dans lequel, évidemment, les projets de loi sont présentés, devant lequel sont présentés, et sont soumis à la critique, à l'examen, et finalement, une décision est prise dans un sens ou dans l'autre. La citoyenneté, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une faveur que l'on vous fait, c'est un droit. C'est un droit que vous prenez, vous. Citoyenneté nationale, comme prélude à une citoyenneté universelle. Évidemment, le particulier ne saurait aller contre l'universel. D'ailleurs, la République française a vocation d'être une république universelle. Et les valeurs, évidemment, les valeurs, voilà, dans l'idéal, les valeurs promues et finalement avancées, tant bien que mal, d'une fraternité universelle, une société égalitaire, universelle, humaine, et par-delà l'humain. Et une société dans laquelle tous les êtres seraient considérés de la même façon, bénéficieraient des mêmes traitements, ils ne seraient pas soumis à une quelconque sélection ou ségrégation, préférence. Ils ne seraient pas soumis à l'arbitraire ou finalement au favoritisme ou au clientélisme, etc. Donc là, un grand ouf de soulagement. Pourquoi? C'est important de le dire, de le déclarer haut et fort. On est soulagé de ne pas être sous le régime. Et il y a des précédents, évidemment. L'alerte a été chaude, la situation était prête à basculer. Je me rappelle donc, puisqu'il y a toujours dans la tête de quelqu'un qui a vécu, il y a plein de références, évidemment, chargé de références. Mitterrand s'est présenté deux fois, trois fois à l'élection, la troisième a été la bonne. Donc il faut faire attention, il faut penser évidemment à l'après. L'après, c'est dans peu de temps. 5 ans, c'est peu, c'est court pour élaborer quelque chose un peu en supplément à ce qui a été déjà élaboré. Donc les projets qui ont été présentés à l'occasion de ces échéances ou ces électorales n'ont pas convaincu suffisamment pour être choisis. Donc il faudra les amender d'une façon ou d'une autre. Alors, soulagement, même si, évidemment,
de ce même milieu, j'ai assisté à deux événements majeurs dans le conscient collectif ou dans l'inconscient collectif. Les deux vont ensemble. Ce sont les victoires au mondial du football. Ce n'est qu'un jeu après tout, mais qui illustre bien la rivalité entre les nations, entre les peuples, etc. Même les rivalités à l'intérieur d'un même État peuvent disparaître à l'occasion de ce type de confrontation, évidemment, qui engage des pays et non des régions. Donc le football, comme un moyen de faire la guerre sans la faire, évidemment, une sorte de guerre sans blessés et sans dégâts. Sauf évidemment quelque part un peu dans la fierté d'un État ou d'un autre. Voilà, la défaite souvent est mal vécue. Donc quelque part, mais ce n'est qu'une tragédie souvent vécue comme une tragédie qui s'estompe très vite, le sentiment d'avoir vécu une humiliation. Bon, on est survie. Donc les gens sont sortis. Alors je ne suis pas sorti ce jour-là, en 98, ça a été comme une sorte de bouillonnement sonore, en tout cas pour moi, ça ne s'est pas arrêté. Alors que plus tard, je ne sais plus quand d'ailleurs, 2018, c'était beaucoup plus, ça s'est estampé, ça s'est essoufflé assez rapidement. Donc le sentiment de bonheur, le sentiment d'exaltation n'était pas aussi fort à la deuxième, au deuxième trophée. Alors je me rappelle évidemment quand par exemple les gens sortaient, les klaxons des voitures, etc., quand un match était gagné, comme à l'époque quand le Portugal a gagné la Coupe d'Europe, jouée en France, les Portugais sont sortis en klaxonnant, évidemment ça frappe moins quand c'est des Algériens qui le font, par exemple. Les Portugais sont, après tout, n'est plus considérés pareil, comme des gens un peu sous-développés, sous-évolués, je ne sais pas comment. En tout cas, très bien pour les Portugais, pour les Zoufounes, très bien. Si ils ont été un peu, s'ils sont considérés comme tout le monde. Par contre, les Arabes, les Berbères, c'est encore une race sous-développée, donc quelque part victime de quelques pulsions primitives. Voilà. En quelque part, j'aurais bien voulu, et vraiment, franchement, j'aurais bien voulu entendre des klaxons. J'imagine que le candidat qui n'a pas gagné, le candidat qui a été éliminé, n'a pas appelé à une revanche. Donc il n'y aura pas demain de guerre civile, etc. Des gens qui klaxonnent dans la rue, peut-être ça peut occasionner une bagarre par-ci, par-là, mais voilà. J'ai entendu un klaxonnement, mais bien avant que le résultat ait été annoncé. Je savais, j'ai pas oublié que des journalistes avaient parlé de ce qui se passait en Belgique et que la période de blackout ne s'appliquait pas à la Belgique. Donc la Belgique avait donné, je suis allé sur un site belge et j'ai vu qu'on disait que les derniers sondages donnaient le président actuel vainqueur. Et donc, je me disais toujours, les Belges savent ce que les médias français ne sont pas autorisés à dire, mais que tout le monde sait, évidemment. Les choses sont dites, sont pliées. À partir, après 18h et quelques, c'est plié. On connaît le résultat dans ces grandes lignes, et après, il s'agit de quelques réajustements, mais on connaît bien la tendance profonde. Donc, j'aurais voulu
Donc je me suis dit, tiens, ce klaxon, il me fait peur, il m'interpelle. C'est peut-être un fan de l'extrême droite, ou un de ces... quelque part qui a lancé quelque chose. Mais j'aurais voulu que des gens... peut-être qu'il y a eu des gens sur les grandes places des villes, mais j'aurais voulu que ce soit quelque part que ça parvienne aux gens qui ne se sont pas déplacés hors de chez eux, qui sont restés soit devant la télé, soit devant autre chose. En tout cas, on est très content parce que c'était peut-être tangent, et c'était et quelque part la haine que l'on ne comprend pas, la haine anti-Macron, était une haine si farouche. Et même à côté, il y avait des gens qui ont trouvé des arguments pour dire qu'ils sont contre les deux camps, comme si cela n'allait pas favoriser. Évidemment, la situation de neutralité n'est pas permise. Être neutre, c'est déjà avoir fait le mauvais choix. C'est aller contre ses propres intérêts. Parce que les ennemis, quelque part, l'extrême droite, qu'on considérait comme les ennemis de la liberté, pas de liberté avec les ennemis de la liberté, l'extrême droite aurait fait son affaire à tous ces réfractaires, anarchistes et autres. Elle aurait laissé aurait laissé aucun espace de parole d'existence légale. Elle les aurait déclarés hors la loi. Donc l'extrême droite, il faut revenir sur les fondamentaux de l'extrême droite. Il faut revenir que quelque part, les gens qui sont concernés par les mesures les plus ardues, les plus extrêmes, ce sont évidemment des gens dont une grande partie n'a pas le droit de participer aux échéances nationales, encore pas locales, c'est pas grave, mais sur le plan national, on n'y participe pas. Donc beaucoup de gens sont... Alors que la politique qui va être mise en place les concerne aussi de la même façon. Et encore plus, parce qu'ils pourraient très bien être déchus de leurs droits de citoyens de seconde zone et finalement être expulsés ou dénationalisés ou peu importe, en tout cas ils vont subir sans que cela, évidemment, dans la population, ça ne va pas occasionner d'énormes remous. Il y aura toujours une fraction de la population minoritaire, ultra-minoritaire, qui défendra ces gens-là parce que ce sont des chrétiens qui croient dans les valeurs de l'évangile, l'amour, etc., la générosité, le souci pour l'autre. Et en côté, des militants, voilà, d'autres militants, mais ils ne constituent point une majorité. Donc, quelque part, ces mesures-là seraient passées sans grande contestation. Donc, l'extrême droite est là pour expulser les gens de leurs logements sociaux, pour finalement les obliger à se débrouiller par eux-mêmes. Et voilà. Qui est concerné par ces mesures-là? Qui est concerné? Évidemment, l'extrême droite ne s'est pas épanoui sur rien. Il y a un terreau fertile qui a servi au développement. Servi à ce que l'extrême droite soit considérée comme une alternative crédible? Voilà la question. Et donc finalement, normalement, le vote aurait été, à la rigueur, on aurait pu accepter jusqu'à 30%, 28%, mais pas 40 et quelques. 40 et quelques, ça peut basculer. Ça n'a pas basculé cette fois-ci, ça basculera la fois d'après. Donc il faut organiser, non pas la riposte, il y a encore des gens sur des schémas anti-Front National, qui est ce qui est un peu être en retard, considéré comme quelque chose qui ne correspond plus. Le Front National est devenu le Rassemblement National, etc., évidemment, en vue d'intégrer. Le Front était déjà aussi un rassemblement, mais là, il s'agit d'un rassemblement plus ouvert. Donc, ce que l'on peut dire,
d'une certaine façon, c'est que le régime du centre droit, quelque part, de Macron est peut-être pose moins de problèmes à certaines parties de la population. La droite, c'est l'ordre avant tout aussi, c'est la sécurité. Le souci premier de la droite, c'est la sécurité des personnes, mais surtout des biens. Donc voilà, c'est une demande. Après, c'est plus favoriser le capital, évidemment. Mais il y a toujours l'état actuel, quelle était sa dénomination, RPR, républicain ou autre, veille à ce que, finalement, à ce qu'il y ait une forme de paix sociale. Donc il y a toujours une forme de subvention aux pauvres, pour que, évidemment, personne n'est revenu sur la TVA à 5,5, sur les produits de première nécessité, etc., etc. Donc, quelque part, mais d'autres orientations, peut-être à une époque, c'était en faveur de l'école dite libre, qui est en fait l'école privée, etc. Et l'on peut voir qu'est-ce qui pouvait distinguer le problème de la droite, c'est qu'elle n'a plus tellement de droite que le nom, et que finalement elle est devenue extrême droite. Alors cette compétition sur les mêmes thèmes, les mêmes orientations, le même discours, les mêmes fondamentaux, ça bénéficie à qui? Toujours, rappelez-vous ce slogan: demandez l'original, demandez l'authentique, demandez quelque part tous les programmes qui découlent des mots d'ordre du Front National sont finalement considérés comme des pâles copies du programme original. Le Front National défend l'intérêt national avant tout. Alors je ne vois pas exactement ce qui pourrait différencier la droite du centre droit, etc. D'autant plus que la droite, évidemment, intègre un centre droit. Alors évidemment, la droite s'est décalée du centre droit vers un extrême. Et évidemment, elle a perdu les voix du centre droit au profit du président actuel. Donc, il va y avoir des réformes d'ordre socio-économique, évidemment, mais en tant qu'être considéré comme toujours étranger, on peut penser que l'on va encore une fois bénéficier d'une forme de répit, voilà, et que au niveau administratif, on ne sera pas harcelé. Au niveau de l'aide, au niveau des aides, les aides pour vivre dignement en tant qu'être humain, voilà, simplement, rien que de vivre de la façon la plus, j'allais dire, être un pauvre invisible. Voilà, c'est très bien, voilà ce qui va se passer. C'est qu'on ne veut pas que vous soyez visible, que votre nécessité s'étale au grand jour, mais que vous restiez chez vous, on vous promet un revenu minimal, le plus minimal possible. Vous allez, en tant qu'être humain, voici vos droits élémentaires. Voilà, on essaie d'étendre cela au monde entier. Le droit à manger, le droit à se loger, et voilà. Le reste, on n'en parle pas. Que vous soyez obligé de devenir hanté par la bonne affaire, que vous passiez votre vie à chercher les promotions, etc., et les rabais de toutes sortes, et que ça devient l'exercice, votre exercice principal j'allais dire, de socialisation, que vous allez quelque part parce que c'est moins cher. Vous passez votre vie aller d'un endroit à l'autre, là pour acheter des carottes, là pour acheter vous n'achetez que quelques éléments. Mais vous n'achetez pas de fenouil, vous n'achetez pas... il y a des choses qui vous sont des lieux qui vous sont interdits de fait.
Vous ne pouvez pas entrer dans un magasin diététique, dans une épicerie fine, dans un marché couvert. Vous avez vos lieux, là où finalement on vous vend quelque chose un petit peu gâté, vous achetez les choses un peu gâtées aussi, et les fins de série, et les produits à très courte durée de conservation, ultra quelque part. Voici donc, alors il ne faut pas se moquer des pauvres, il ne faut pas considérer les pauvres comme des paresseux, évidemment. Car personne ne peut se contenter, ne peut s'estimer à vivre comme un pauvre, comme un nécessiteux, comme un gain petit, comme quelqu'un qui ne peut pas se payer le minimum. Un café, vous êtes obligé de faire l'équation partout. Vous allez prendre un café dans un café, vous ne pouvez pas. C'est votre café du mois. C'est pas le café de la semaine, c'est le café du mois. Ah, il coûte 2 €. À une époque, vous faisiez les comptes. Un café égale 250 grammes de café. Alors vous dites, je préfère avoir du café pour la semaine plutôt qu'un petit café comme ça au comptoir ou à la terrasse. Voilà donc la chose. Donc, soulagement, évidemment, grand soulagement parce que, il faut le dire, tout le monde a dû avoir peur. Tout le monde a dû ressentir un pincement au cœur. Tout le monde a dû être inquiet, surtout à l'approche du résultat. Parce que quand on voit il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'insistance sur les fondamentaux. Déjà la droite dure, c'est un problème pour un certain nombre de gens, mais encore plus la droite dite extrême. Extrême parce qu'elle a un projet, j'allais dire, un projet racialiste. Elle ne définit pas les gens par leur appartenance à des classes sociales, et elle ne dit pas « je choisis de défendre telle ou telle classe sociale », elle défend les gens de par leur origine ethnique supposée. J'ai trouvé, comme par hasard, évidemment, souvent, évidemment, la grande, comment appeler ça, non pas une carrière, mais la grande, finalement, l'épanouissement du mot blanc. Le mot blanc est devenu un mot courant. Mais à une époque, on disait caucasien. Ça veut dire quoi, caucasien? Que l'on a emprunté à d'autres caucasiens. Ça veut dire quoi, pour ne pas dire européen? Mais on a laissé tomber le mot européen pour le mot blanc. Car il semble qu'il faille encore faire des différences. Que le mot blanc est un mot beaucoup plus globalisant, qui dépasse les frontières de l'Europe. Et heureusement qu'il y a eu l'initiative guerrière de la Russie, parce que ça, de nouveau, ça a divisé le camp des Blancs. On a vu qu'il y a des bons blancs, des blancs et des blancs méchants qui attaquent d'autres blancs. C'est le cas de le dire. Alors voilà. Donc il ne suffit pas d'être blanc pour, quelque part, pour se considérer comme d'un seul et même bloc. Ce n'est pas un bloc homogène. Alors, et donc, dans l'intérieur de ce bloc, il peut y avoir des gens qui vont essayer de s'éliminer les uns les autres. Des ennemis qui vont devenir des ennemis irréductibles. Il faut faire attention à ces généralisations. Nous sommes avant tout des êtres humains, habitants de cette planète, donc des terriens, et en premier et en dernier, des terriens. Voilà, tout ce qui nous... voilà, parce que c'est ça qui nous définit, c'est ça notre dénominateur commun. Et à partir de là, nous sommes des terriens, résidents, habitants dans une région particulière de la Terre, spécifique, qui a des caractéristiques propres, voilà. Ces caractéristiques, c'est comme quelqu'un qui naît dans un quartier, qui prend l'accent du quartier, etc. C'est notre résidence, de fait,
qui fait de nous des êtres un peu différents des autres. Mais n'oublions pas que cette différence n'est pas une différence n'est pas une différence absolue, ce n'est que relatif. Donc comment élaborer un discours? Reviens sur le soulagement. La joie que tu n'exprimes pas. Tu ne sembles pas sourire, tu ne sembles pas manifester. Ah, quand même, vous n'allez pas le faire. Allez pas nous faire ça. À l'époque, on a condamné l'Autriche parce qu'ils avaient élu un extrême droite au poste de premier de chancelier. Et puis, depuis, voilà, il y a une compétition à celui qui en fait le plus. Dans le discours de haine et le discours séparatiste. Voilà. Jusqu'à Macron qui appelle son projet, sa loi contre le séparatisme, comme si le séparatisme était quelque part n'était que d'un côté. Il y a des gens qui sont pour le séparatisme, pour la séparation le divorce avec les autres citoyens. Voilà, qu'on voudrait ne pas voir devant chez soi, avec soi, partageons l'espace, partageons l'air, partageons l'eau, partageons les ressources naturelles, partageons le paysage, partageons la culture, partageons l'histoire, partageons la langue. Alors voilà, donc simplement, il faut des discours forts, des discours qui ne se cachent pas derrière des pseudo quelque part droit à l'expression. Les ennemis de la démocratie ne sont pas, a priori, ne sont pas autorisés à s'exprimer. Les ennemis de la démocratie sont devenus des gens fréquentables. Ne parlons pas de ce qui est finalement comme cette histoire que l'on raconte. Les Mexicains peuvent très bien peut-être parler avec les États-Unis, considérés comme un grand méchant, mais je ne sais plus comment on le dit, avec manger avec le diable tout en avec une grande cuillère. Quelque part, l'extrême droite n'est plus infréquentable. Sous finalement en considération que évidemment le droit à la parole, pourvu qu'on soit représentatif, qu'on représente une partie de la population, le droit à la parole, et cette parole est aussi équivalente qu'une autre, il n'y a pas de jugement. La parole est aussi légitime qu'une autre. Voici donc la parole d'exclusion d'essence extrême droite, d'essence fasciste, d'essence ségrégationiste, devient une parole que l'on peut diverser ici ou là sans problème. Et je finis avec une histoire qui... il y a des gens qui se trompent de combat. Seulement deux choses qui sont... il y a des gens qui sont quelque part on pourrait dire des influenceurs, des intellectuels. Les intellectuels sont des influenceurs, des lanceurs d'alerte, on pourrait dire aussi. Ces gens-là se décrédibilisent quand ils tombent dans des combats sans importance. Sans importance. N'oublions pas qu'il y a une forme de condescendance, non pas de classe, au niveau de rapport des classes, mais une condescendance par rapport à l'origine. Quelque part, vous n'avez rien compris. D'une certaine façon, vous avez droit à la parole, mais pas plus que les autres. Vous ne pouvez pas parler autant que les autres. Vous devez parler moins que les autres, moins fort que les autres. Vous devez attendre votre tour. Ça viendra dans quelque temps. Vous aurez droit à la parole dans quelques siècles. Mais en attendant, fermez-la et sachez garder votre place. Sachez savoir qui vous êtes, ce que vous représentez. On vous a promu, on accepte de vous avoir à côté de nous, mais n'allez pas plus loin. Donc il y a un mépris
un mépris fondamental chez les uns et chez les autres, et ce mépris, on le rencontre. Évidemment, quand on a des idiots utiles, des gens qui participent de cette vision, de ce préférentialisme et de cette ségrégation, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez des idiots utiles qui, par haine de leur propre origine, il y a des haines comme ça qui conduisent à ce que vous devenez vous-même, comment dire, vous oubliez qui vous êtes. Qui nous sommes? Nous sommes des êtres humains, réclamant les mêmes droits que les autres. Le respect, la prise en considération, et voilà. Si quelqu'un fait une faute, il ne faut pas le renvoyer à son origine. C'est une personne, voilà, qui fait une faute, qui fait quelque chose, peut-être qu'il ne peut pas accepter, mais c'est très bien. Donc il a fallu, aujourd'hui encore, voilà, donc quelque part, on s'est dit, voilà, on nous a joué le coup de l'agression la veille des élections présidentielles, et on va nous jouer une agression le jour même des élections. Une agression. Et que des rédactions choisissent, dans la hiérarchie de l'information, choisissent de jeter, comment dire, de mettre en premier, de passer cette information en premier, avant les élections, l'agression contre des prêtres. Et quand on voit ce qui est arrivé à ce prêtre qui a été égorgé, quand on voit aussi la référence en Algérie des gens qui ont été, des prêtres qui ont été égorgés ou tués par balle, en tout cas décapités, voici donc cette filiation de l'horreur, bien entendu. Mais il ne faut pas réduire l'horreur à une origine ou à une population en particulier. Alors, la chose qui est... Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, on pourrait imaginer toutes sortes présenter toutes sortes d'hypothèses, imaginer toutes sortes de scénarios. N'empêche que ça n'a pas fonctionné. Évidemment, il y a comme ça c'est comme si la chose finalement s'est essoufflée à l'instant même où elle était mise exposée devant les électeurs. Les électeurs n'ont pas pris ça en compte dans leur décision finale qu'ils avaient pensé avant. On aurait pu finalement changer le vote de quelques-uns, mais pas de façon massive. Alors voilà donc le soulagement qui domine, il faut le dire, il faut le répéter. Là, le projet de société, évidemment, ça clive. Il y a des conflits de toutes sortes, c'est comme ça. Toute collectivité humaine génère des interprétations diverses, des projets divers, des centres d'intérêt divers, etc. Mais on essaie de dépasser cela par quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus rassembleur, comme la République et ses valeurs, sans cesse mises en avant. Mais voilà. Ça fatigue quand même. Mais le combat, avant tout, le combat avec les gens, on fait la compétition avec les gens qui respectent les mêmes règles et qui finalement, la République a été l'avènement d'un régime politique qui considérait que finalement la lignée, l'origine, la filiation n'avait pas d'importance, qu'on choisissait, qu'on élisait les gens de par leurs compétences, de par leur formation
et d'autres considérations, mais pas du tout parce qu'ils sont les descendants d'un tel ou d'un tel. Donc, on a supprimé. Et donc, la même chose, il faut voir ce que les gens ont à dire. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, le combat. Voilà. Donc, le combat sur les mêmes références, que l'on soit pas en train de délégitimer, que l'on propose un projet qui veut tout bouleverser, qui veut faire un tellement régressif que ça nous ramènerait quelque part à une période qu'on n'a jamais vécue. Les sociétés humaines ont tout le temps été des sociétés mélangées, le mélange. Mais on pourrait imaginer que certains voudraient revenir à une époque bénie dans laquelle finalement les gens étaient enfermés dans les frontières de leur village, de leur hameau, de leur bastion, de leur forteresse, etc. Seigneur contre seigneur, et puis voilà, etc. etc. C'est compliqué, je perds la concentration, évidemment, mais je termine. Il faut bien arrêter. Donc je termine et voilà. Donc j'aurais fait un peu ma contribution à la société par ces paroles-là, qui, je les ai prononcées sans que cela m'ait été imposé d'aucune façon. C'est uniquement pour participer à la liesse générale, à la liesse presque majoritaire, on pourra dire. Alors j'imagine les anti-Macron irréductibles ont dû quand même se rendre compte qu'ils ont échappé de peu au pire. Voilà.